الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et cette 50e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et ce CQFD de Bled Magharibia aborde l'état mental de ce pseudo-président algérien en consultant quelques échos émanant de certains spécialistes ou d'analystes reconnus et renommés. Et en effet, quand ce président algérien use de sa rhétorique de déraison et de va-t-en-guerre contre le Maroc pour asseoir sa propre légitimité et surtout lorsque ce soi-disant président ou chef d'État dérape lors de la crise maroco-espagnole. Tout d'abord, il exprime ou il semble exprimer son état d'âme, entre guillemets, ici, jamais sans mes généraux. C'est le message, en tout cas subliminal, autour duquel ce président algérien a construit toute la trame de l'interview fleuve accordée au magazine français Le Point, avec une forte rhétorique de va-t-en-guerre contre le Maroc, son seul leitmotiv pour se maintenir au pouvoir. Ensuite, en fin de cette séquence, nous analyserons et détricoterons ensemble ce langage d'épicier, puisqu'on a dit et redit que le président de la République algérienne voue une haine irascible au royaume du Maroc. Ce n'est plus un constat, ni une révélation, mais bel et bien une confirmation. Ce bonhomme, parvenu au pouvoir le 19 décembre 2019, dans des conditions plus que controversées, quelque temps seulement après le décès suspect de son mentor, le général Gaïd Salah, cet athée a cru annoncer la couleur en faisant du Maroc la dimension spectrale de son règne. Aujourd'hui, son ergotage médiatisé à la veille d'échéances électorales polarisées sur le Maroc, bien évidemment, nous interpelle et sa mégalomanie nous donne des hauts le cœur pour ne pas juger nécessaire de réagir et d'y répondre ici et maintenant. Et enfin, prenons de l'exemple de cette Espagne qui a certes commis une grave erreur diplomatique à l'encontre du Maroc en accueillant sur son sol le ressortissant algérien Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, sous une fausse identité donc, mais elle a confirmé au monde entier que l'Algérie est le créateur même, le parrain et le protecteur du Polisario, estime un certain nombre de politologues. Donc, passer à travers donc cette introduction
hagiographiques imbibés à l'eau de rose par les journalistes algériens qui ont réalisé ce public interview illustré d'un portrait en plein page de leur raïs. Un raïs dont les réponses cachaient mal le malaise d'un président impopulaire devant la colère de la rue, que rien ne semble arrêter, sauf le rétablissement d'un ordre civil dans le pays, avec de vraies institutions démocratiques. Le pays était au bord du gouffre. Heureusement, il y a eu le sursaut populaire, le Hirak, authentique et béni, entre guillemets, disait-il ce pseudo-président, ou plutôt ironisait-il avec ses interlocuteurs, leur suggérant l'image d'un pays à la pointe de la démocratie. Alors que pas moins de 200 prisonniers politiques de ce même Hirak et des dizaines de journalistes et autres militants croupissent dans les geôles d'Al-Harrach et dans les centres de détention et de torture tenus secrets par l'armée. Et ce semblant président enchaîne, comme si de rien n'était, sur un délire symptomatique de sa sénescence avancée, en précisant qu'il a été le candidat du peuple et de la jeunesse, entre guillemets, oubliant qu'à son âge, 75 ans, on prend de la bouteille et on passe quand même le relais. Sachant que cette jeunesse au nom de laquelle il parle, cette jeunesse réclame aujourd'hui un nouvel ordre politique et une véritable démocratie, loin de ce discours sporifique de gérontocrates finissant et toujours assoiffés de pouvoir. Et à propos de cette démocratie, justement, il n'a pas hésité à défendre mordicus les vertus du parti unique. Voilà où est sa démocratie. Un parti présidentiel qu'il envisage de créer plus tard, car à ses yeux, les formations politiques d'aujourd'hui ne sont pas représentatives de la volonté populaire de l'Algérie. Autrement dit, le peuple, c'est moi, c'est ce président, à la manière de la formule absolutiste de Louis XIV, l'État, c'est moi, avec une adaptation à la sauce algérienne. Moi et mes généraux. Arrive ensuite le volet international de leitmotiv où le président algérien s'est rêvé en philanthrope, tressant des balivernes à ses hôtes quand il les a bluffés. Par exemple, sur l'expertise incommensurable et incomparable de son pays dans la lutte antiterroriste et qui a fait éviter des tragédies à la France, à la Belgique et à d'autres États. Avant qu'il ne se rende compte vite de l'ampleur de sa bêtise en affirmant vouloir rester discret sur le sujet car il s'agit de sauvegarder des vies humaines en Europe et un peu partout dans le monde. Il oublie que ce même magazine et bien d'autres aussi ont fait de longs reportages sur les terroristes algériens dont Abdelmalek Droutkel et Mokhtar Belmokhtar qui écumaient le désert subsaharien. Ainsi que le tout dernier, Abou Ubaïda Youssef Al-Annabi, l'actuel émir de l'organisation terroriste Al-Qaïda,
Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, dont la tête est mise à prix par les États-Unis à pas moins de 7 millions de dollars. Il y a aussi Ayad Ghali, chef du groupe dit Al-Nasr Din, à l'origine de l'assaut contre Bamako en 2013 et qui a déclenché l'opération militaire française Serval. Puis, l'ancien lieutenant du Mujaou Adnan Abou Walid Sahraoui, qui n'est autre qu'un ancien mercenaire du Polisario. Bref, la liste est longue et les preuves des incointances avérées des terroristes avec les services secrets algériens ne manquent pas. Fuyons les questions qui fâchent, notamment celles qui risquent de provoquer l'ire des généraux qui ne le lâchent pas d'une semelle, ce vieux président qui prend ensuite la tangente vers le sujet marocain, sa zone de confort dans laquelle il déverse ses frustrations et noie son chagrin. Abordant ce qu'il a appelé, entre guillemets, la rupture avec le Maroc, ce président algérien s'est livré à un exercice de bombage de torse puéril dans une posture obséquieuse et servile, ridicule devant ses généraux, avant de se lancer dans une diatribe va-t-en-guerre en accusant le Maroc de tous les maux MAUX sans un quelconque apport ou autre justification de preuves. Et le même spleen perfide et venimeux ruisselait à travers ces insinuations qui sentaient la rancune d'un dédain et ces vociférations indignes d'un chef d'État à l'encontre des institutions d'un État voisin et qui plus est souverain quand il répondait à une question sur le Sahara marocain. Que dire après tant de divagations? Dans un État de droit où les institutions et le peuple sont respectés, une sortie médiatique aussi calamiteuse que celle dont le bien-aimé président algérien a gratifié ses lecteurs vote un procès public. Mais en attendant, gardons les frontières fermées, rempart toute dérive venue de ce voisin de l'Est. Mais si vous le voulez bien, essayons d'analyser et de décortiquer ce langage d'un épicier aux initiales dénommées AT. On a souligné aussi qu'avant même son élection, truqué à moins de 30% de voix à la tête de l'État, il se faisait le paragon de l'anti-marocanisme, reprenant à son compte la vieille rhétorique boumédiéniste de l'Algérie révolutionnaire et démocratique confrontée au royaume féodal du Maroc. Rappelons-nous, un certain Hassan II, tout à sa sagesse dialectique et de la réplique, a répondu, non sans superbe, ouvrant les guillemets, depuis quand une monarchie menacerait-elle une révolution, si ce n'est le contraire? Fermons les guillemets. On en est toujours là.
parvenu au pouvoir dans les mêmes conditions et avec les mêmes méthodes que tous ses prédécesseurs, autrement dit imposé par l'armée, cet athée ne peut pas ne pas s'inscrire dans la règle tracée par cette dernière depuis un certain juillet 1962. Il ne peut en aucun cas dévier le chemin et les objectifs fixés par elle, hormis la morve et la mauvaise foi collée à son masque. Il est tout au plus un président postiche de la haine du Maroc, maquillé par un anachronique anti-marocanisme et anti-monarchisme. Il en fait son déplorable fonds de commerce. Certainement bonimenteur, président, mais connaissant les subtilités du pouvoir, on dirait même les simples et basiques réalités de ce pouvoir, démagogue, à n'en plus finir. Il caresse le peuple algérien dans le sens du poil, langage lubrifiant à l'appui quand il s'agit de le flatter, mais continue de matraquer et gourdin pour le réprimer, carotte et bâton à la fois, le manichéisme érigé en préscience. Pince sans rire, nous apprenons tout de même avec lui que l'Algérie sauve le monde de la catastrophe, qu'elle est la première puissance africaine à vacciner son peuple, mais que son peuple ne veut pas de vaccin, qu'à cela ne tienne, et tant d'autres banalités et sornettes du genre qu'un petit garçon de 10 ans ne s'amuserait point à dire. Et entre autres démagogies et d'incohérence du propos global qui parcourt cet entretien accordé à l'hebdomadaire français Le Point, digne d'un journalisme couché, nous dévoile en fin de compte un personnage si imbu de lui-même et ne possédant aucun programme politique, économique ou autre. Les auteurs de ce florilège d'autosatisfaction, pourtant si estimé, nous ont tellement désappointés qu'on en arrive à cette interrogation: pourquoi ce jeu de miroir narcissique? Rien n'est moins sûr que l'objectivité annoncée dès l'exorde de l'entretien, à tout le moins une neutralité abécédaire. Bien au contraire, la déraison et l'incohérence sont à l'œuvre, déployant mensonges et démagogie à tout instant, face à une réalité tragique que tout le monde, y compris et surtout le peuple algérien lui-même, dénonce avec force. La situation algérienne, proprement dite, est comme cette métaphorique image d'une ambulance sur laquelle on s'interdit de tirer, et en d'autres termes, une image désastreuse. Au lendemain de son accession au pouvoir, donc, ce pseudo-président n'a eu de cesse de louer l'action du Hirak, qui a contribué à la chute de son prédécesseur aux initiales AB, son adversaire affaibli et usé par cette épreuve. Et 2 ans plus tard, transformé en fantôme de l'armée,
le voilà qui rue dans les brancards et devient l'assassin des idiots du peuple et le fossoyeur de ses rêves. Les revendications de ce dernier se font désormais pressantes et précises. Nous rejetons l'État militaire, nous appelons à un État civil et il y a une exigence plus précise que cette lapidaire phrase devenue un mot d'ordre et déployée comme un leitmotiv de plus en plus ouvertement sur les banderoles populaires, la presse et les radios. Il semble en effet que le langage des revendications du Hirak ait lui-même changé ces derniers temps. Lors même que la répression du pouvoir se soit renforcée, les arrestations fussent encore plus violentes et arbitraires, et la chape de plomb encore plus pesante. Et le quotidien Le Monde, que l'on ne saurait soupçonner d'antipathie envers le pouvoir algérien, s'est même fendu pourtant d'un éditorial le samedi 5 juin dernier pour dénoncer la dérive autoritaire, disons plutôt totalitaire, d'un régime militaire qui fait de la répression l'unique et seule réponse aux contestataires. Laissons bien évidemment cette tâche à cet athée président qui croit fondre l'armure avec ses propos belliqueux extravagués à loisir devant les écrans et la presse qui sont à sa botte. Et pourtant, cette Algérie au grand peuple est aujourd'hui dirigée par un bouffon politique. En effet, comme le mythologique lit de Procuste, le pouvoir algérien est mal taillé pour en tout cas cet athée, quand bien même il en réduirait à l'extrême les attributions des uns et des autres, concentrerait les siennes au détriment de la société civile et d'un establishment devenu une caricature. Et pourtant, l'Algérie est un grand pays, doté de ressources, mais dirigé par un bouffon politique, une sorte de satrape oriental, venu au pouvoir par une ruse de l'histoire, une confiscation dans le sillage de généraux et de soudards, chamarrés et tous corrompus. Cet athée ne connaît ni Ève ni Adam, l'histoire de son propre pays et d'autant moins celle du Maroc et du Maghreb, qui n'a participé à aucune guerre de libération. Il n'a combattu ni l'avant ni à l'arrière de la glorieuse révolution algérienne, lancée un certain 1er novembre 1954, alors qu'il n'avait à l'époque que 9 ans. De la réalité historique de l'Algérie, des compagnons d'armes, comme on dit, de certains leaders assassinés par un certain Bouharoba, alias Boumedienne, de la mainmise de l'armée sur l'État et la société, il n'en connaît que le catéchisme que les renseignements algériens, DRS, et autres impriment dans la mémoire saccagée d'un peuple sacrifié sur l'autel du cynisme et de l'opportunisme. Dès lors que la fraternité affichée
par un certain sultan Mohammed V est purement et simplement effacé, enterré, comme si de rien n'était. Tout de même, cet athée nous apprend que les Algériens aiment le peuple marocain, mais n'aiment pas la monarchie. Mais pourtant, c'est cette même monarchie qui, au creux du combat de libération du peuple algérien dans les années 60 et 70, s'était tenue engagée auprès et tout près de lui. Et c'est justement ce Mohammed V lui-même qui, confronté à l'insidieuse proposition de la France en 1962 déjà, lui suggérant de récupérer les territoires marocains du sud et du sud-est, Saoura, Béchar, Knatsha, Tidikelt, Touat et Tindouf. Et ce Mohammed V l'avait décliné en répondant tout simplement: nous en discuterons avec nos frères algériens une fois leur pays devenu libre et indépendant. Mais il ne croyait pas si bien dire, puisque la générosité de cœur du souverain et sa sincérité coûteront bien entendu au Maroc très cher plus tard. Et un an à peine après la libération de l'Algérie, ne voilà-t-il pas un autre Ahmed Ben Bella, ce jeune chef d'État de l'époque, lancé en octobre 63 dans cette guerre des sables contre le Maroc pour annexer purement et simplement Figuig et sa région. Ne voilà-t-il pas aussi et déjà l'avant-goût de l'irascible expansionnisme algérien en œuvre? Et ce Ben Bella, ces Boukharbou Boumediene et autres compagnies n'avaient-ils pas pignon sur rue à Oujda, devenus des années durant leur terre d'élection et leur base arrière? Et n'oublions pas non plus un certain novembre 1975, la rage au ventre de ce Boukharbouba dit Boumediene jeta tout de même dehors pas moins de 350 000 Marocains, les obligeant à quitter Dardar, l'Algérie, un baluchon sur le dos, des enfants traînés, des familles dépouillées et déchirées, une image de détresse qu'aucune conscience au monde n'eût accepté. Or, cette face cachée du régime algérien, cet athée préfère l'enterrer sous la chape du mensonge, osant dire avec quel aplomb que le Maroc agresse l'Algérie. Plus bravache encore, il affirme: nous riposterons si nous sommes attaqués, mais je doute que le Maroc s'y essaie, les rapports de force étant ce qu'ils sont. Jamais, au grand jamais, de vrais chefs d'État qui l'ont précédé, notamment le tout dernier, cet abbé, ne se serait laissé aller à ce glissement de langage, ni être aussi arrogant à la limite de la calomnie. Mais bon, le Maroc en a vu d'autres. Aujourd'hui, cet athée n'a que 2 ans et demi au pouvoir. Or, la monarchie marocaine en est à quelques 14 siècles, si cumulée et sédimentée, comme disait Michel Foucault, qu'il constitue des continuités séculaires. Nous dirons, nous, tout simplement, millénaires. Le royaume
on ne cessera jamais de le souligner, est un État constitué en tant que tel depuis tout de même quelques 14 siècles, un peuple fédéré dans sa diversité, une monarchie aux attributions clairement tournées, malgré les vicissitudes de l'histoire, vers le progrès et enraciné dans la longue durée. Et enfin, nous terminons cette séquence quant à cette crise avec l'Espagne, mais toujours avec ce pseudo-président qui a plus que dérapé. Et voici ce que nous livre l'analyse du politologue Moussaoui Ajlaoui. Tout le monde montre à travers les médias internationaux que sans l'Algérie, le Polisario et le criminel de guerre Mohamed Ben Battouche n'existeraient pas, a affirmé le politologue Moussaoui Ajlaoui. Abordant la crise avec l'Espagne, il a indiqué que le gouvernement de Pedro Sánchez ne pouvait ignorer que le Sahara est un casus belli pour le Maroc. Et selon lui, les masques pour l'Algérie sont tombés et le régime algérien a falsifié l'identité de Brahim Ghali, a transporté celui-ci à bord d'un avion présidentiel et a financé son hospitalisation, plus de 100 000 euros, selon un journal espagnol, sur le dos du contribuable algérien. Et l'Algérie ne peut plus dire qu'elle n'est pas partie prenante dans le conflit du Sahara marocain, et à son retour à Alger, le dénommé Ghali Ben Battouche a été admis et suivi à la clinique Ain el-Naja sous l'ordre et la supervision des militaires, estime toujours le politologue Ajlaoui. Et d'ajouter que ce sont 3 généraux algériens qui se sont chargés du transport et de l'hospitalisation de Mohamed Ben Battouche en Espagne. Et il s'agit, pas des moindres, des généraux Saïd Chengariha, Nourdine Makri et El Moujahid. L'historien Jean-Pierre Filiu rappelle les observateurs à considérer en avril 2021 que Saïd Chengariha, chef d'état-major par intérim, est le véritable homme fort du pays avant même son existence actuelle. Et Jean-Pierre Filiu est un historien et arabisant français, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po à Paris. Et le chercheur Moussaoui a par ailleurs évoqué la récente sortie médiatique de ce président algérien en la qualifiant de dégradante, honteuse et condamnable, puisque cet athée a montré que son moral, si ce n'est son mental, était au plus bas. Ce sont des propos, a ajouté le chercheur marocain, d'une personne qui manque du sens de la mesure. Et selon lui, l'Espagne qui a sacrifié son voisinage, son partenariat et ses intérêts avec le Maroc dans la cause du Sahara marocain est pourtant capitale face à un régime militaire rejeté par le peuple algérien. On comprend mieux maintenant pourquoi le Hirak, donc ce mouvement de contestation, sort toutes les semaines dans les rues d'Algérie, et ce depuis 3 ans, pour clamer le départ du régime militaire, conclut Moussaoui Ajlaoui. Et voilà donc, chers amis, c'est ici que prend fin votre séquence d'aujourd'hui.
en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre patience, pour votre confiance et surtout, pour votre fidélité. Aussi, n'oubliez pas d'aider votre Bled Magharibiya en vous y abonnant en grande masse et en partageant ces séquences autour de vous et auprès de vos connaissances. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.